7 mois de grossesse et ma vie avait complètement changé. Mon ventre arrondi gardait le plus grand trésor que je n'avais jamais eu, et chaque petit coup que je sentais me rappelait que je connaîtrais bientôt ce petit être que j'aimais déjà à la folie. Nous vivions à Lyon, dans un petit appartement près du Vieux-Lyon, mon mari Mathieu et moi. Ce n'était pas grand-chose, mais pour nous, c'était notre paradis. Cet après-midi de novembre, le ciel menaçait d'orage. Les nuages gris s'amoncelaient au-dessus des toits rouges de la ville, pendant que je préparais une tisane à la camomille dans notre cuisine. Le son de la sonnette me fit sursauter. Nous n'attendions pas de visite. En ouvrant la porte, la silhouette imposante de Madame Dubois, ma belle-mère, apparut comme une ombre noire se découpant dans la lumière blafarde du couloir. Sans attendre d'invitation, elle entra d'un pas ferme. Son parfum entêtant envahit l'espace, se mêlant à l'arôme de ma tisane abandonnée sur le comptoir. « J'ai besoin de vous parler, Chloé », dit-elle de cette voix qui n'avait jamais montré la moindre chaleur à mon égard. Ses yeux, si semblables à ceux de Mathieu mais dépourvus de sa bonté, me scrutèrent de haut en bas, s'arrêtant avec dégoût sur mon ventre. Je m'assis sur le canapé, mal à l'aise, sentant mon bébé bouger nerveusement, comme s'il pouvait lui aussi sentir la tension qui inondait la pièce. Madame Dubois resta debout, sortant de son sac en cuir une enveloppe jaunie. « Savez-vous ce que c'est » demanda-t-elle en agitant l'enveloppe devant moi. Elle n'attendit pas ma réponse. « C'est la preuve que votre mari me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. » Je clignai des yeux, confuse. Mathieu n'avait jamais mentionné de dette envers sa mère. Il travaillait comme professeur au lycée du quartier, et même si nous n'étions pas riches, nous avions toujours fait attention à nos finances. « J'exige que vous me rendiez 35 000 €, continua-t-elle. « L'entreprise de votre beau-père a des problèmes, et cet argent appartient à l'entreprise familiale. Mathieu le sait parfaitement. » Mon cœur battait la chamade. « Madame Dubois, nous n'avons pas cet argent. Nous économisons pour l'arrivée du bébé, pour les frais médicaux, la chambre. » Son rire sec m'interrompit. « Vous croyez que vos excuses m'importent ? Vous avez toujours été une profiteuse. Vous avez épousé mon fils par intérêt, n'est-ce pas ? Une simple professeure des écoles qui a vu là l'occasion d'améliorer sa situation. » Je respirais profondément, essayant de garder mon calme pour mon bébé. « Ce n'est pas juste ? J'aime Mathieu, et il m'aime. Nous formons une famille. »« Famille !» répéta-t-elle avec mépris. « La seule famille de Mathieu, c'est nous, les Dubois. Vous n'êtes qu'une intruse qui l'a éloigné de ses responsabilités. » Elle s'approcha du canapé, se penchant vers moi. Le papier tremblait dans ses mains. « Je veux cet argent avant vendredi. Vendez ce que vous avez à vendre. Empruntez. Peu importe comment vous l'obtenez. »« Mais c'est impossible de trouver autant d'argent en si peu de temps, » protestai-je, sentant les premières larmes monter à mes yeux. Son visage se transforma, affichant une grimace de mépris. « Vous avez toujours été un obstacle, Chloé. Depuis que vous êtes apparue dans la vie de mon fils, tout est allé de travers. Et maintenant ça, dit-elle en désignant mon ventre avec dédain. Un petit-fils dont je ne suis même pas sûre qu'il soit de Mathieu. » Ces mots me frappèrent de comme une gifle. Elle n'avait jamais insinué une chose pareille auparavant, mais j'avais toujours senti son rejet. Dès le premier jour où Mathieu m'avait présenté, j'avais su que pour Madame Dubois, je ne serais jamais assez bien. Je ne venais pas d'une famille aisée comme eux. Mon père était plombier et ma mère faisait des ménages. J'avais travaillé toute ma vie pour faire des études et obtenir mon poste d'enseignante. Et j'aimais Mathieu de tout mon cœur. C'est cruel et injuste, réussis-je à dire entre deux sanglots. Ce bébé est de Mathieu, son fils, son sang. Comment pouvez-vous douter d'une chose pareille ? Ne me sortez pas vos sentimentalismes à dessous, répondit-elle. Je vous veux hors de la vie de mon fils. Si vous ne me donnez pas l'argent, je m'assurerai que Mathieu apprenne certaines choses sur votre passé. Mon sang se glaça. À quoi faisait-elle référence ? Je n'avais rien à cacher. Mais Madame Dubois avait toujours été manipulatrice, et elle savait exactement comment semer le doute. « Il n'y a rien dans mon passé que Mathieu ne sache déjà », répondis-je, avec toute la fermeté que je pus rassembler. « En êtes-vous sûr ? Lui avez-vous parlé de Julien ?» Le nom tomba comme une bombe dans la pièce. Julien avait été mon petit ami pendant mes études, avant que je ne rencontre Mathieu. Une relation qui s'était mal terminée, où il essayait de contrôler chaque aspect de ma vie. Je n'avais jamais caché à Mathieu que j'avais eu cette relation, mais peut-être ne lui avais-je pas raconté chaque détail douloureux. Mathieu sait que j'ai eu une relation avant lui. Il n'y a pas de secret entre nous.
Madame Dubois sourit avec malice. Mais il ne sait pas que Julien travaille maintenant dans la même école que vous, n'est-ce pas? Il ne sait pas que vous vous voyez tous les jours, que vous déjeunez ensemble dans la salle des profs. C'est de la manipulation. Julien n'est plus qu'un collègue maintenant, et Mathieu le comprendrait parfaitement. Et pourquoi ne le lui avez-vous pas dit alors? Pourquoi tant de cachotteries? Ce n'était pas des cachotteries. Le sujet ne s'était tout simplement pas présenté, et la coïncidence que Julien ait commencé à travailler dans mon école il y a à peine un mois ne m'avait pas semblé pertinente. Mais maintenant, avec les insinuations de Madame Dubois, cela sonnait comme une omission délibérée. « J'ai mes méthodes, Chloé, » continua-t-elle. « J'ai des photos de vous et de Julien en train de parler dans la cour de l'école. Je peux les faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. »« Ce serait mentir, » dis-je, sentant ma voix se briser. « Appelez ça comme vous voulez. Mais si vous ne me donnez pas l'argent, je montrerai ces photos à Mathieu. Je lui raconterai comment vous vous êtes vu dans son dos, et croyez-moi, je connais mon fils. Le doute suffit à détruire ce que vous avez. » Elle se dirigea vers la porte, la posture droite, triomphante. « Vous avez jusqu'à vendredi. Ne me décevez pas. » La porte se referma derrière elle, et je restai seule dans le silence de notre petit appartement. Les larmes coulèrent sur mes joues, tandis que je caressais mon ventre, essayant de calmer mon bébé qui bougeait sans repos, comme s'il avait senti mon angoisse. Qu'allais-je faire? Nous n'avions pas cet argent, et même si nous l'avions, céder au chantage de Madame Dubois ne ferait qu'ouvrir la porte à d'autres exigences à l'avenir. Mais l'affronter signifiait risquer qu'elle mette ses menaces à exécution. Je ne doutais pas qu'elle soit capable de manipuler la vérité pour me nuire. Je me levai avec difficulté du canapé et marchai jusqu'à la fenêtre. La pluie avait commencé à tomber sur Lyon, les gouttes frappant la vitre comme un écho à mes propres pensées agitées. Dans quelques heures, Mathieu rentrerait du lycée. Devais-je lui raconter ce qui s'était passé? Faire confiance à notre amour? Croire qu'il serait plus fort que les manipulations de sa mère? L'horloge murale indiquait 4 heures. J'avais le temps de décider quoi faire. Comment affronter cette menace qui planait sur nous, sur notre famille? Parce que c'est ce que nous étions maintenant. Mathieu, notre bébé et moi. Une famille que je défendrais bec et ongles. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir. Le poids des menaces de Madame Dubois se mêlait à celui de mon ventre, rendant impossible de trouver une position confortable. Mathieu dormait à côté de moi, ignorant la tempête qui faisait rage en moi. Je n'avais pas eu le courage de lui raconter. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, les mots restaient coincés dans ma gorge. Le lendemain, l'école fut un refuge momentané. Les enfants de ma classe de CE1 réussissaient toujours à m'arracher un sourire avec leurs trouvailles. Je leur lisais un conte quand je sentis un regard sur moi. Julien passait dans le couloir et s'arrêta brièvement devant ma porte. Il me salua d'un geste discret et continua son chemin. Un salut normal entre collègues, mais maintenant, après les insinuations de Madame Dubois, je me sentis exposée, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Pendant la récréation, je me cachais dans la salle des professeurs, évitant les espaces communs. Je ne voulais pas donner à Madame Dubois plus de matière pour ses manipulations. Je savais que c'était ridicule, que je n'avais rien à cacher, mais la peur de ses menaces me rendait paranoïaque. En rentrant à la maison, je trouvai Mathieu assis sur le canapé, l'air préoccupé. Mon cœur fit un bond. « Maman a appelé », dit-il sans préambule. « Elle dit qu'elle doit me parler de quelque chose d'important, que je dois aller la voir demain. » Je m'assis à côté de lui, sentant mes jambes flageoler. « Elle t'a dit de quoi il s'agissait ?»« Pas vraiment. Elle a mentionné quelque chose sur des problèmes financiers dans l'entreprise de papa, mais elle a été très vague. Tu sais comment elle est, elle aime le drame. » J'acquiesçais en silence. Je connaissais bien ce trait de caractère de Madame Dubois. Elle transformait toujours les affaires quotidiennes en grandes tragédies, surtout si elle pouvait les utiliser pour manipuler Mathieu. « Tu sais quelque chose ?» demanda-t-il en me regardant droit dans les yeux. « Elle est venue hier, n'est-ce pas ? Thérèse, la voisine, m'a dit qu'elle l'avait vue sortir. Thérèse, la vieille dame du 3e B, toujours au courant de tout ce qui se passait dans l'immeuble. Je n'étais pas surprise qu'elle ait remarqué la visite. « Oui, elle est venue, » admis-je finalement. Mais nous n'avons pas beaucoup parlé. Je me détestais pour ce mensonge. En 3 ans de vie commune, je n'avais jamais rien caché à Mathieu. Mais la peur me paralysait. Et si Madame Dubois mettait sa menace à exécution? Et si elle lui montrait ses photos hors contexte? Et si elle semait le doute en lui juste maintenant, alors que nous étions sur le point de devenir parents? « Chloé,
Qu'est-ce qui se passe? Tu es toute pâle. Mathieu prit mes mains dans les siennes. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Ses yeux, si sincères, si pleins d'amour, me brisèrent le cœur. Il méritait la vérité. Je pris une profonde inspiration. Ta mère est venue hier avec une exigence. Elle dit que nous lui devons de l'argent, beaucoup d'argent, 35 000 €. La confusion se dessina sur son visage. Quoi? C'est absurde. Je ne dois rien à ma mère. Elle dit que c'est de l'argent de l'entreprise familiale, que tu le sais parfaitement. Mathieu se leva du canapé, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. C'est un mensonge. C'est complètement faux. Pourquoi dirait-elle une chose pareille? Il n'y avait pas besoin de répondre. Nous connaissions tous les deux la réponse. Madame Dubois n'avait jamais accepté notre relation. Pour elle, j'étais la femme qui avait détourné son fils du chemin qu'elle avait tracé pour lui. Reprendre l'entreprise familiale, épouser la fille d'un associé fortuné, maintenir le statut que les Dubois avaient construit pendant des générations. Il y a plus, continuai-je, sentant une boule dans ma gorge. Elle m'a menacée. Elle a dit que si nous ne lui donnions pas l'argent avant vendredi, elle te raconterait des choses. Sur moi et Julien. Julien? Ton ex? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Il travaille dans mon école maintenant. Il a commencé il y a un mois comme professeur de sport. Mathieu fronça les sourcils. Tu ne me l'avais pas dit. Je ne pensais pas que c'était important. C'est juste un collègue maintenant, rien de plus. Mais ma mère, qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Les larmes s'accumulèrent dans mes yeux. Elle dit qu'elle a des photos de nous en train de parler dans la cour, qu'elle peut les faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, qu'elle sèmera le doute sur la paternité du bébé. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds, douloureux. Mathieu resta immobile, comme s'il avait été frappé physiquement. Puis, lentement, il retourna sur le canapé et me serra fort dans ses bras. « Écoute-moi bien, Chloé. Jamais, au grand jamais je ne douterai de toi. Je te connais. J'ai entièrement confiance en toi. Et ce bébé, il posa sa main sur mon ventre, est notre fils, le fruit de notre amour. Personne, pas même ma mère, ne peut changer ça. Sa certitude, sa confiance, me donnèrent de la force. Mais la peur était toujours là, tapie. Qu'est-ce qu'on va faire? Demandai-je. Nous n'avons pas cet argent, et même si nous l'avions, nous n'allons pas céder au chantage, m'interrompit-il fermement. Je vais lui parler demain et mettre les choses au clair. Ça a été trop loin. Cette nuit-là, pendant que Mathieu dormait, je pensais à tout ce qui s'était passé. Une conversation suffirait-elle à arrêter Madame Dubois? J'en doutais. Quand elle était obsédée par quelque chose, elle était implacable. Et maintenant, elle semblait décidée à nous séparer, à n'importe quel prix. Le mercredi passa lentement, angoissant. À l'école, j'évitais Julien avec plus de détermination que jamais. Pendant mon heure libre, j'appelais ma sœur Anne. J'avais besoin de me confier à quelqu'un. « Cette femme est une vipère », dit Anne, après avoir écouté mon récit. « Elle l'a toujours été. Tu te souviens à votre mariage? Elle n'a même pas souri sur les photos. Mathieu va lui parler aujourd'hui. J'espère qu'elle entendra raison. Ne retiens pas ton souffle, ma petite sœur. Les femmes comme Madame Dubois n'entendent pas raison. Elles doivent obtenir ce qu'elles veulent, coûte que coûte. » Les mots d'Anne résonnèrent dans ma tête le reste de la journée. Quand je rentrais à la maison, Mathieu n'était pas encore là. Je lui envoyai un message pour lui demander comment s'était passée la conversation avec sa mère, mais je n'obtins pas de réponse. À 8h du soir, la porte s'ouvrit. Mathieu entra, le visage décomposé. Je ne l'avais jamais vu comme ça, si pâle, si dévasté. « Que s'est-il passé ?» demandai-je en m'approchant de lui. Il se laissa tomber sur le canapé, regardant dans le vide. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que ma mère soit capable d'une chose pareille. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a montré des documents, Chloé. Des documents falsifiés qui prouveraient que j'ai retiré de l'argent des comptes de l'entreprise. Et ensuite, elle m'a montré les photos. Mon cœur s'arrêta une seconde. Quelles photos? Toi et Julien, en train de parler dans la cour de l'école. Rien de compromettant, mais elle a créé toute une histoire autour. Que vous vous voyez en cachette, que c'est la raison pour laquelle tu ne m'as jamais dit qu'il travaillait avec toi. C'est un mensonge, Mathieu. Tu le sais. Bien sûr que je le sais, m'assura-t-il en prenant mes mains. Je lui ai dit qu'elle était folle, que je ne douterais jamais de toi,
que nous ne lui donnerions pas un centime. Et comment a-t-elle réagi? Mathieu détourna le regard. Pas bien. Elle a dit que si nous ne donnions pas l'argent, elle irait à la police avec ses faux documents, qu'elle me dénoncerait pour abus de biens sociaux, qu'elle détruirait ma carrière, notre avenir. La panique s'empara de moi. Elle ne peut pas faire ça. C'est ta mère, bon sang. Je ne reconnais plus cette femme, Chloé. Ce n'est pas ma mère. C'est quelqu'un consumé par la rancœur, par l'amertume. Nous restâmes en silence, contemplant le gouffre qui s'ouvrait devant nous. Si Madame Dubois mettait sa menace à exécution, même si les documents étaient faux, la simple accusation pourrait détruire la réputation de Mathieu au lycée, dans tout Lyon. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demandai-je finalement. Mathieu me regarda avec détermination. « Nous n'allons pas lui donner cet argent. Nous n'allons pas permettre qu'elle nous fasse chanter. Je parlerai à un avocat demain. Nous verrons quelles sont nos options. » Cette nuit-là, pendant que Mathieu trouvait enfin le sommeil, je restais éveillée, sentant les mouvements de notre bébé. Une vie innocente, étrangère à toute cette folie. Quel genre de monde l'attendait? Une famille divisée par la haine et les mensonges? Je ne pouvais pas le permettre. Je pris une décision. Le lendemain, j'essaierai de parler à Madame Dubois seule. Peut-être que, de femme à femme, nous pourrions trouver un terrain d'entente. Pour le bien de Mathieu, pour le bien de notre fils. Le jeudi se leva gris, comme si le ciel lui-même pressentait la tempête qui s'annonçait. J'appelai l'école pour demander ma journée, prétextant un malaise dû à la grossesse. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Le stress commençait à peser sur mon corps. J'attendis que Mathieu parte pour le lycée, puis je me préparais à affronter ma belle-mère. Je m'habillais avec soin, choisissant une robe simple mais élégante. Je voulais me montrer digne, sereine, pas comme la femme effrayée que j'étais réellement. Le taxi me déposa devant l'imposante maison des Dubois, dans le 6e arrondissement, l'un des quartiers les plus huppés de Lyon. Je respirais profondément avant de sonner. Une employée de maison m'ouvrit, surprise de me voir. « Madame Chloé, nous ne vous attendions pas. J'ai besoin de parler à Madame Dubois. C'est important. » L'employé me conduisit à travers le large hall en marbre jusqu'au salon principal. La maison m'avait toujours intimidée, avec ses hauts plafonds, ses meubles anciens et précieux, les portraits de famille qui semblaient vous observer avec dédain. C'était le genre de maison qui vous faisait sentir comme une intruse, rien qu'en y mettant les pieds. « Veuillez attendre ici. Je vais prévenir madame, » dit la femme avant de disparaître par une des portes. Je restais debout, incapable de m'asseoir. Mes mains caressaient instinctivement mon ventre arrondi, comme pour protéger mon bébé de ce qui allait arriver. Les minutes s'écoulaient lentement, et je commençais à penser que Madame Dubois refuserait de me recevoir. Finalement, la porte s'ouvrit. Ma belle-mère apparut, impeccablement vêtue, comme toujours. Ses cheveux teints en châtain sans un seul cheveu blanc, son maquillage parfait malgré l'heure matinale. Même dans l'intimité de son foyer, elle ne se permettait pas de paraître humaine. « Tiens, quelle surprise !» dit-elle avec une fausse cordialité. Je ne m'attendais pas à une visite si inattendue. Son regard parcourut ma silhouette, s'arrêtant avec déplaisir sur mon ventre, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Elle n'avait jamais montré d'enthousiasme pour son petit-fils, seulement du dégoût pour ce qu'il représentait. La preuve définitive que Mathieu avait choisi un chemin différent de celui qu'elle avait prévu. « Nous devons parler, » dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Madame Dubois fit un geste vers le canapé. « Asseyez-vous alors. Je ne veux pas être responsable si vous vous évanouissez dans mon salon. » Je m'assis sur le bord du canapé, droite, essayant de garder ma contenance. Elle prit place dans un fauteuil en face de moi, croisant élégamment les jambes. L'hôtesse parfaite, à l'exception du mépris qui émanait de chaque pore de sa peau. « Je suis venue vous demander d'arrêter tout ça. » Commençai-je. « Ce chantage, ces menaces, ce n'est pas digne de vous, Madame Dubois. » Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Et vous savez ce qui est digne de moi? Vous me connaissez à peine, ma petite. J'en sais assez. Je sais que vous êtes une femme intelligente, respectée. Je sais que vous vous êtes bâti une réputation dans cette ville. Est-ce que ça vaut la peine de tout risquer pour une vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, répliqua-t-elle calmement. C'est la justice. Mon fils avait un avenir brillant avant de vous connaître. Il allait reprendre l'entreprise familiale, épouser quelqu'un de son rang. Et regardez-le maintenant, un simple professeur
vivant dans un appartement minuscule, sur le point d'être père d'un enfant dont je ne sais même pas s'il est le sien. Ces paroles me firent mal comme des gifles. Je respirai profondément, essayant de maîtriser mon tempérament. Je n'étais pas venue pour me battre, mais pour chercher la paix. Mathieu est heureux avec la vie qu'il a choisie. C'est un excellent professeur, respecté par ses élèves et ses collègues. Et ce bébé, je touchais mon ventre. Et son fils, notre fils, votre petit-fils. Voulez-vous vraiment commencer cette relation avec des mensonges et des menaces? Pendant un instant, quelque chose sembla vaciller dans son regard. Un soupçon de doute, peut-être même de honte. Mais cela disparut aussi vite que c'était apparu. « Ce que je veux, c'est mon argent », répondit-elle froidement. 35 000 €. Il vous reste 24 heures. Nous n'avons pas cet argent, Madame Dubois. Et même si nous l'avions, nous ne céderions pas à un chantage. Elle se leva brusquement, son visage se durcissant. Alors assumez-en les conséquences. D'ici demain, Mathieu fera face à des poursuites pénales et saura avec quel genre de femme il s'est marié. Je me levai aussi, sentant une vague de vertige que j'ignorais. Mathieu sait déjà avec quel genre de femme il s'est marié. Et maintenant, il sait aussi quel genre de mère il a. Ses yeux se plissèrent, dangereux. Faites attention à ce que vous dites chez moi, Chloé. C'est la vérité. Vous lui avez montré qui vous êtes vraiment. Une femme capable de falsifier des documents, d'inventer des mensonges sur son propre fils, de menacer la mère de son petit-fils. Madame Dubois fit un pas vers moi, sa silhouette soudain menaçante malgré sa taille plus petite que la mienne. Vous ne savez rien. Vous êtes une petite idiote qui joue à l'adulte. Vous avez profité de la bonté de mon fils. Vous l'avez enveloppé dans vos mensonges. Vous l'avez éloigné de sa famille. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais empêché Mathieu de voir sa famille. C'est vous qui avez créé cette distance avec vos manipulations, vos exigences, votre manque de respect pour nos décisions. Le respect? Sa voix s'éleva. Vous me parlez de respect alors que vous êtes entrée dans notre famille comme une voleuse? Alors que vous m'avez volé mon fils? Alors que vous portez maintenant dans votre ventre un enfant qui pourrait ne pas être de lui? L'accusation me frappa comme une gifle physique. Je sentis mon corps trembler de rage, d'indignation. C'est ça votre problème, Madame Dubois. Vous ne pouvez pas accepter que Mathieu ait sa propre vie, ses propres décisions. Ce n'est pas moi qui l'ai éloigné de vous. C'est vous et votre obsession de le contrôler. Je n'ai jamais vu venir ce qui s'est passé ensuite. D'un mouvement rapide, Madame Dubois prit un vase en cristal sur la table voisine et le lança contre le mur, à quelques centimètres de ma tête. Le fracas me fit sursauter et des éclats de verre tombèrent autour de moi. « Sortez de ma maison !» cria-t-elle, hors d'elle. « Sortez avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. » La peur me paralysa un instant. Je n'avais jamais vu Madame Dubois perdre le contrôle de cette manière. Elle avait toujours été froide, calculatrice. Cette explosion de colère montrait une facette d'elle que je ne connaissais pas, et cela me terrifiait. « Je vais partir », dis-je en essayant de garder mon calme. « Mais ce n'est pas terminé. Je ne vous laisserai pas détruire ma famille. » Alors que je me dirigeais vers la porte, je la sentis m'agripper le bras avec une force surprenante pour une femme de son âge. « Vous n'êtes pas de la famille », siffla-t-elle, son visage à quelques centimètres du mien. « Vous êtes un obstacle, une intruse, et les obstacles, on les élimine. » Je me dégageai de son emprise d'un coup sec. « Ne me menacez pas, Madame Dubois, je n'ai pas peur de vous. C'était un mensonge. J'étais terrifiée, mais je ne pouvais pas le montrer. Pas lui donner cette satisfaction. « Vous devriez avoir peur de moi, » répondit-elle avec un calme soudain qui était plus troublant que sa colère précédente. « Demandez à l'ancienne petite amie de Mathieu ce qui arrive quand quelqu'un se met sur mon chemin. » Je fronçai les sourcils, confuse. « De quoi parlez-vous » Un sourire inquiétant se dessina sur son visage. « Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Mathieu et Rachel avaient rompu si soudainement? Pourquoi elle a disparu de Lyon du jour au lendemain ?» Un frisson parcourut mon dos. Mathieu m'avait peu parlé de sa relation précédente, juste que ça s'était mal terminé, qu'elle avait déménagé à Paris pour le travail. Il n'avait jamais approfondi les détails. « Vous mentez encore », dis-je, bien que le doute se soit déjà installé dans mon esprit. « Pensez ce que vous voulez, mais ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. » Je sortis de la maison d'un pas précipité, respirant avec difficulté. L'air frais du matin me frappa, me ramenant à la réalité. Je devais m'éloigner de là au plus vite. Je marchai quelques rues, essayant de me calmer, avant de héler un taxi.
Mes mains tremblaient tandis que je cherchais mon téléphone dans mon sac. Je composais le numéro de Mathieu, mais tombais directement sur sa messagerie. Il devait être en cours. Le taxi me déposa devant notre immeuble. Je montais les escaliers lentement, sentant le poids de la journée à chaque pas. En arrivant à notre étage, je remarquai quelque chose d'étrange. La porte était entr'ouverte. « Mathieu ?» appelai-je en poussant la porte avec précaution. Pas de réponse. Un silence inquiétant emplissait l'appartement. J'entrai doucement, sur mes gardes. Ce que je vis me coupa le souffle. Le salon était saccagé, les coussins du canapé lacérés, le contenu des tiroirs éparpillé sur le sol, les cadres photos brisés. « Mon Dieu !» murmurai-je en portant mes mains à ma bouche. Quelqu'un était entré chez nous, avait violé notre espace de sécurité. Et je savais exactement qui c'était. Madame Dubois n'avait pas perdu de temps après ma visite. Je parcourus l'appartement, le cœur battant à tout rompre. La chambre était dans le même état chaotique. Le matelas tailladé, les vêtements jetés, les effets personnels retournés. Mais ce qui me fit fondre en larmes fut de voir la chambre que nous préparions pour le bébé. Le berceau que Mathieu avait monté avec tant d'amour était en morceaux. Les petits ensembles de vêtements déchirés, les peluches décapitées. C'était un message clair. Il n'y avait aucune limite à ce que Madame Dubois était prête à faire. Je pris mon téléphone avec des mains tremblantes et appelai la police. En attendant, je m'assis sur le sol du couloir, incapable de rester dans l'une des pièces dévastées. Le bébé bougeait nerveusement dans mon ventre, comme s'il sentait mon angoisse. « Calme-toi, mon amour », murmurai-je en caressant mon ventre. « Tout ira bien, je te le promets. » Mais je n'étais pas sûre de pouvoir tenir cette promesse. Le niveau de violence de l'attaque contre notre foyer indiquait que Madame Dubois avait franchi une ligne de non-retour. La sonnette retentit, me faisant sursauter. Ça ne pouvait pas être la police. Il s'était écoulé trop peu de temps. Je me levai avec difficulté et m'approchai de la porte. « Qui est-ce » demandai-je, craintive. « C'est moi, Chloé. Ouvre la porte. » La voix de Madame Dubois de l'autre côté de la porte me glaça le sang. Comment osait-elle revenir après ce qu'elle avait fait ? Que voulait-elle de plus ? « La police est en route, » répondis-je, essayant de faire sonner ma voix fermement. « Vous feriez mieux de partir. » Un rire froid vint de l'autre côté. « La police ? Et que leur direz-vous ? Que votre méchante belle-mère a saccagé votre maison ? Avez-vous des preuves ? Je parlerai d'abord à Mathieu. Il saura quoi faire. Mathieu n'a plus confiance en vous, » répondit-elle d'un ton triomphant. Je lui ai montré plus de photos, plus de preuves. Il est dévasté. La panique m'envahit. Vous mentez. Ouvrez la porte et nous vérifierons. J'ai quelque chose à vous montrer. J'appuyai mon front contre la porte, essayant de réfléchir. Je ne devais pas lui ouvrir. C'était trop dangereux. Mais si elle avait vraiment quelque chose qui pouvait nuire encore plus à ma relation avec Mathieu, j'avais besoin de savoir. Je n'ouvrirai pas, dis-je finalement. Laissez ce que vous avez sous la porte et partez. Il y eut un moment de silence. Puis, j'entendis un soupir exaspéré. Toujours à compliquer les choses, murmura-t-elle. Très bien, comme vous voudrez. J'attendis, tendu, mais n'entendis aucun papier glisser sous la porte. À la place, j'entendis un bruit métallique. Avec horreur, je compris ce qui se passait. Madame Dubois avait une clé de notre appartement. Avant que je ne puisse réagir, la porte s'ouvrit. Madame Dubois entra, son visage un masque de froide détermination. Elle tenait quelque chose dans sa main, mais je ne pouvais pas distinguer ce que c'était. « Je vous ai dit de partir », balbutiai-je en reculant. « Et je vous ai dit de me donner l'argent », répondit-elle en s'approchant. « Mais vous n'êtes pas trop têtu, tout comme votre mari. » J'essayais de garder mes distances, mais le couloir était étroit. Mon dos heurta le mur. « Madame Dubois, s'il vous plaît, pensez à votre petit-fils. » Ses yeux s'assombrirent. « Ce n'est pas mon petit-fils. C'est le résultat de votre trahison. » « Ce n'est pas vrai. Ce bébé est de Mathieu, son fils. »« Mensonge !» cria-t-elle, hors d'elle. « Tout ce qui sort de votre bouche ne sont que des mensonges. » Elle leva la main et je vis ce qu'elle tenait. Une grande paire de ciseaux, de ceux qu'on utilise pour couper du tissu. Les mêmes qu'elle avait probablement utilisés pour saccager nos affaires. La terreur me paralysa. Je ne pouvais pas croire que nous en soyons arrivés là, qu'elle puisse vraiment me faire du mal physiquement. « Pensez à ce que vous faites », suppliai-je.
Vous êtes la mère de Mathieu. Vous allez perdre votre fils pour toujours si vous me faites du mal. » Pendant un instant, elle sembla hésiter. Mais son visage se durcit à nouveau. Mathieu comprendra. Avec le temps, il comprendra que je l'ai fait pour son bien. Elle leva les ciseaux, et dans un geste désespéré, j'essayais de la pousser pour me frayer un chemin. Mais mon état de grossesse me rendait maladroite, lente. Madame Dubois esquiva ma poussée et, dans la bousculade, je sentis une douleur aiguë sur le côté. Les ciseaux avaient effleuré mon corps. Ce n'était pas une blessure profonde, mais je sentis la chaleur du sang imbiber ma robe. Le choc me fit chanceler, et je portai instinctivement mes mains à mon ventre. Le cri qui sortit de ma gorge sembla réveiller quelque chose chez Madame Dubois. Elle regarda les ciseaux dans sa main, puis la tache rouge qui s'étendait sur ma robe. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Je ne voulais pas... » balbutia-t-elle, laissant tomber les ciseaux au sol. Je me laissai glisser le long du mur jusqu'à être assise, pressant la plaie d'une main tout en protégeant mon ventre de l'autre. La douleur était intense, mais j'étais plus inquiète pour mon bébé que pour moi-même. « J'ai besoin d'un médecin », réussis-je à dire entre deux allaitements. « S'il vous plaît, appelez une ambulance. » Madame Dubois resta immobile, comme pétrifiée par ce qu'elle avait fait. Puis, lentement, elle recula vers la porte. « Je suis désolée », murmura-t-elle, bien que je ne susse pas si elle s'excusait auprès de moi ou d'elle-même. Et alors, elle fit l'impensable. Elle sortit de l'appartement, me laissant blessée sur le sol. Le son de la porte se refermant résonna dans le silence. Je restai seule, saignant, la peur grandissant en moi comme une marée sombre. Mon téléphone était resté dans mon sac, jeté quelque part dans le salon dévasté. « À l'aide !» essayai-je de crier, mais ma voix sortit faible. « S'il vous plaît, quelqu'un... à l'aide !» Alors que la conscience commençait à m'abandonner, une pensée s'accrochait à mon esprit. Je devais survivre. Pour mon bébé, pour Mathieu. Je ne pouvais pas laisser Madame Dubois gagner. Pas comme ça. Le son lointain des sirènes fut la dernière chose que j'entendis avant que l'obscurité ne m'enveloppe complètement. La première chose que je perçus fut l'odeur. Cette odeur inimitable de désinfectants et de médicaments qui ne peut appartenir qu'à un hôpital. Avant d'ouvrir les yeux, je sentis le contact rêche de draps, qui n'étaient mais pas les miens, et le son rythmique d'un appareil électronique près de ma tête. J'essayais de bouger, mais une pointe de douleur me rappela ce qui s'était passé. Les images revinrent par vagues. Madame Dubois, les ciseaux, le sang sur ma robe. Mon cœur s'accéléra, et le bip de la machine à côté de moi augmenta son rythme, me trahissant. « Chloé, tu m'entends ?» La voix de Mathieu venait de très loin. Je luttais pour ouvrir les yeux, pour le trouver. Finalement, la lumière blanchâtre de la chambre m'aveugla un instant. « Mon bébé !» furent les premiers mots qui sortirent de mes lèvres sèches. « Comment va mon bébé ?» Mathieu prit ma main dans les siennes. Son visage était hagard, avec des cernes profonds et une barbe de plusieurs jours. Je ne l'avais jamais vu aussi épuisé, aussi vulnérable. « Il va bien, mon amour. Le bébé va bien, » répondit-il d'une voix brisée. « Les médecins disent que c'est un petit battant. » Un sanglot de soulagement s'échappa de ma gorge. Je portais ma main libre à mon ventre, encore arrondi sous le fin drap de l'hôpital. Que s'est-il passé? Comment suis-je arrivée ici? Mathieu s'assit sur le bord du lit, caressant mes cheveux avec tendresse. Thérèse, notre voisine, a entendu des cris et a appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils t'ont trouvée inconsciente dans le couloir. Ils m'ont appelée immédiatement. Je me souvins de la vieille dame du 3e B, toujours au courant de tout. Je n'aurais jamais imaginé que sa curiosité finirait par me sauver la vie. « Depuis combien de temps je suis ici ?»« 2 jours, » répondit Mathieu. « Tu as perdu beaucoup de sang, Chloé. La blessure n'était pas profonde, mais dans ton état, les médecins étaient inquiets. 2 jours. J'avais perdu 2 jours de ma vie dans ce lit d'hôpital. Mon esprit essayait de tout traiter, de mettre de l'ordre dans les événements. Ta mère, dis-je finalement. C'est elle qui m'a attaqué, qui a saccagé notre appartement. » Mathieu hocha la tête, son visage se durcissant. « Je sais. La police a trouvé ses empreintes partout, et les ciseaux avaient ses initiales gravées. Je les ai reconnus tout de suite. Ce sont ceux qu'elle utilise pour couper des tissus dans son atelier de couture. Ils l'ont arrêtée ? Oui, répondit-il avec un lourd soupir. Elle est en garde à vue. Les charges sont graves. Violation de domicile, destruction de biens, agression avec arme blanche sur une femme enceinte.
Elle ne sortira pas sous caution. La nouvelle aurait dû me réconforter, mais je ne ressentis qu'une profonde tristesse. Pas pour Madame Dubois, mais pour Mathieu. Malgré tout le mal qu'elle nous avait fait, elle restait sa mère. « Je suis désolée », murmurai-je. « Je sais que ça doit être horrible pour toi. » Mathieu secoua la tête. « Ne t'excuse pas. C'est toi la victime ici, Chloé. Toi et notre bébé. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir été là pour vous protéger. Tu ne pouvais pas savoir. » Personne ne pouvait imaginer qu'elle irait aussi loin. Un lourd silence s'installa entre nous. Les mots semblaient insuffisants pour exprimer la douleur, la trahison, la peur que nous avions vécue. La porte de la chambre s'ouvrit, interrompant nos pensées. Une docteure d'âge mûr entra avec une tablette à la main. Son visage reflétait le professionnalisme, mais aussi une chaleur réconfortante. « Bonjour Chloé, je suis la Drevasquez. Je suis heureuse de vous voir réveillée, dit-elle en s'approchant du lit. Comment vous sentez-vous? J'ai mal. Je suis fatiguée, mais soulagée que mon bébé aille bien. La docteure sourit légèrement. C'est compréhensible. Vous avez vécu une expérience traumatisante. Mais vous et votre petit avez montré que vous étiez très fort. Elle vérifia les moniteurs, nota quelque chose sur sa tablette, puis m'examina avec des mouvements doux mais sûrs. La plaie cicatrise bien, commenta-t-elle. Il n'y a pas eu de dommages aux organes internes, heureusement. Quant au bébé, nous avons surveillé ses constantes, et tout semble normal, mais j'aimerais faire une échographie pour nous en assurer. Mathieu serra ma main, et je pus sentir sa tension. Est-ce nécessaire? Y a-t-il un motif d'inquiétude? La Drevasquez nous regarda tous les deux calmement. C'est juste une précaution standard. En cas de traumatisme pendant la grossesse, nous effectuons toujours un suivi exhaustif. Mais tous les indicateurs jusqu'à présent sont positifs. J'acquiesçai, essayant de rester calme. Bien sûr, tout ce qui est nécessaire. Pendant que la docteure préparait l'équipement pour l'échographie, je regardais autour de la chambre pour la première fois. Il y avait des fleurs sur une table de chevet, et je reconnus une peluche de ma sœur Anne. Je remarquai aussi une petite valise dans un coin. « Tu es resté ici tout le temps ?» demandai-je à Mathieu. « Je n'ai pas bougé de ton côté », répondit-il. « Je ne pouvais pas te laisser seule. »« Et le lycée ? Ils ont été très compréhensifs. Ils m'ont donné une permission jusqu'à ce que tu te rétablisses. » La docteure appliqua le gel froid sur mon ventre et commença à bouger la sonde. Le son familier du battement de cœur de notre bébé remplit la pièce. Rapide, constant, plein de vie. Les larmes me montèrent aux yeux. « Le voilà », dit la Drevasquez avec un sourire. Un cœur fort. Et regardez, il bouge. Sur l'écran, la silhouette de notre fils se dessinait clairement. Ses petites mains, son profil, son cœur palpitant. Il allait bien. Malgré toute l'horreur, notre bébé allait bien. Tout semble normal, continua la docteure. Taille adéquate pour 30 semaines, bonne quantité de liquide amniotique, position correcte. Je ne vois aucun motif d'inquiétude. Le soulagement nous inonda tous les deux. Mathieu m'embrassa sur le front, et je vis qu'il luttait aussi contre les larmes. Cependant, ajouta la docteure, j'aimerais que vous restiez en observation quelques jours de plus. Vous avez subi un choc important, et je veux m'assurer qu'il n'y a pas de risque d'accouchement prématuré. Bien sûr, répondit Mathieu avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Ce qui est le mieux pour eux. Quand la docteure nous laissa de nouveau seuls, une pensée inquiétante me traversa l'esprit. Mathieu, notre appartement, ne t'inquiète pas pour ça maintenant, m'interrompit-il doucement. Anne et son mari ont aidé à nettoyer et à réparer ce qui pouvait l'être. L'important, c'est que tu te rétablisses. Mais la chambre du bébé, toutes ses affaires étaient détruites. Nous remplacerons tout, assura-t-il. Nous avons le temps. J'acquiesçai, bien que le souvenir de la destruction soit encore frais dans ma mémoire. Ce n'était pas seulement la valeur matérielle des choses, mais ce qu'elles représentaient. Nos illusions, nos projets pour l'avenir, notre sécurité. Tu as parlé à ton père ? Demandai-je, me souvenant soudain du père de Mathieu. Son visage s'assombrit. Oui, il est anéanti. Il n'arrive pas à croire ce que ma mère a fait. Il est venu te voir, mais tu étais inconsciente. Il dit qu'il paiera tous les dommages, même si je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas sa faute. Je sais, mais il se sent responsable. Il dit qu'il aurait dû voir les signes, que ma mère se comportait de manière de plus en plus erratique, plus obsessionnelle, depuis des années. Je n'avais jamais beaucoup fréquenté mon beau-père. C'était un homme silencieux, toujours dans l'ombre de la personnalité dominante de Madame Dubois.
Je me demandais combien il avait souffert à ses côtés, combien de situations similaires il avait dû gérer en silence. L'après-midi avança avec des visites du personnel médical, des appels de membres de la famille inquiets et de longs silences entre Mathieu et moi. Il y avait tant à digérer, tant de blessures à guérir, pas seulement les physiques. Quand la nuit tomba et que les lumières de l'hôpital s'atténuèrent, Mathieu s'installa dans le fauteuil à côté de mon lit, refusant de partir malgré mon insistance. « Repose-toi », me dit-il en caressant ma joue. « Je veillerai sur ton sommeil. » Je fermai les yeux, épuisé physiquement et émotionnellement. Le sommeil commençait à m'envelopper quand une pensée soudaine me secoua. « Mathieu », murmurai-je dans la pénombre, « tu te souviens de ce que ta mère a dit sur Rachel, ton ex-petite amie ? Elle a dit quelque chose d'étrange, comme si elle avait fait quelque chose pour vous séparer. Dans la faible lumière, je vis son corps se tendre. Ne pense pas à ça maintenant, Chloé. Ce ne sont que des manipulations de plus. Mais elle avait l'air si sûre d'elle, si spécifique. » Mathieu soupira profondément. « Nous en parlerons demain, d'accord ? Maintenant, tu as besoin de te reposer. » J'acquiesçai, bien que l'inquiétude persistât. Il y avait quelque chose dans la réaction de Mathieu, dans sa réticence à parler du sujet, qui me faisait penser qu'il y avait peut-être plus de vérité dans les mots de Madame Dubois qu'il ne voulait l'admettre. Alors que je sombrais dans le sommeil, des fragments de conversation, des images floues et des peurs indéfinies se mélangeaient dans mon esprit. Qu'allions-nous découvrir d'autre sur Madame Dubois ? Quels autres sombres secrets la famille dans laquelle je m'étais mariée gardait-elle ? Le bip constant des moniteurs me berça vers l'inconscience, avec une dernière image flottant dans mon esprit. Notre bébé, bougeant sur l'écran de l'échographie, étranger à tout le drame qui l'entourait, mais en faisant irrémédiablement partie. Le lendemain matin apporta un calme trompeur. Le soleil lyonnais se filtrait à travers les rideaux de l'hôpital, dessinant des motifs dorés sur le sol aseptisé. Mathieu dormait inconfortablement dans le fauteuil, son corps plié dans une position qui lui causerait sûrement des douleurs plus tard. Je ne voulus pas le réveiller. Il avait besoin de ce repos, aussi bref soit-il. Une infirmière entra silencieusement pour vérifier mes constantes. Elle me sourit en me voyant éveillée. « Bonjour, avez-vous pu dormir un peu ?» demanda-t-elle à voix basse. « Un peu », répondis-je. « Les cauchemars n'aident pas. » Elle acquiesça avec compréhension tout en notant les données des moniteurs. « C'est normal après un traumatisme. Je parlerai à la docteure pour qu'elle vous prescrive quelque chose pour vous aider à mieux vous reposer. »« Merci, mais je préfère ne rien prendre. Pour le bébé, il existe des options sûres pendant la grossesse, » assura-t-elle. « Mais nous respectons votre décision, bien sûr. » Quand elle eut terminé et s'apprêta à sortir, un doute m'assaillit. « Excusez-moi, » l'appelai-je. « Savez-vous s'il est prévu que je passe d'autres examens aujourd'hui ? La Dre Vasquez a ordonné une analyse de sang complète et une autre échographie pour cet après-midi. Elle veut s'assurer que tout continue d'évoluer correctement. » Je la remerciai pour l'information et me retrouvai seule avec mes pensées. La conversation inachevée avec Mathieu à propos de Rachel continuait de me hanter. Que s'était-il vraiment passé entre eux ? Jusqu'où Madame Dubois était-elle allée dans son obsession de contrôler la vie de son fils ? Mathieu se réveilla en sursaut, comme si un cauchemar l'avait secoué. Il me regarda immédiatement, s'assurant que j'étais toujours là, que j'allais bien. « Bonjour », dis-je avec un petit sourire. « On dirait que le fauteuil n'est pas le meilleur endroit pour dormir. » Il se frotta le cou en grimaçant. « J'ai dormi dans des endroits pires », plaisanta-t-il, bien que ses yeux soient toujours chargés d'inquiétude. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? Mieux physiquement. Mentalement, c'est une autre histoire. » Il s'approcha du lit et prit ma main. Son contact était chaud, réconfortant. C'était incroyable de voir comment, au milieu de tout ce chaos, sa présence restait ma plus grande source de sécurité. « Mathieu », commençai-je, sachant que je ne pouvais plus reporter la conversation. « J'ai besoin que tu me parles de Rachel, de ce que ta mère a dit. » Son visage s'assombrit, et pendant un moment, je craignis qu'il n'élude à nouveau le sujet. Mais après un long soupir, il acquiesça. « Tu as raison, tu mérites de tout savoir. » Il s'assit sur le bord du lit, sans lâcher ma main. Rachel et moi avons été ensemble près de 2 ans. C'était ce que ma mère considérait comme la partenaire parfaite pour moi. Son père était l'associé du mien dans l'entreprise. Elle venait d'une bonne famille, étudiait le droit. « La belle-fille idéale », murmurai-je. « Exactement. Et au début,
Je croyais être amoureux. C'était confortable, tu sais. Suivre le chemin que tout le monde attendait de moi. Qu'est-ce qui a changé? Mathieu regarda vers la fenêtre, comme s'il cherchait les mots dans la lumière du soleil. J'ai commencé à réaliser que je n'étais pas heureux, que je vivais la vie que mes parents avaient planifiée, pas la mienne. J'ai commencé à tout remettre en question. Ma carrière dans l'entreprise familiale, ma relation avec Rachel, mes vrais désirs. Et tu le lui as dit? Oui. Nous avons eu plusieurs conversations difficiles. Elle ne comprenait pas pourquoi je voulais soudainement tout changer. Pour Rachel, notre avenir était clairement tracé. Je reprendrais la partie commerciale de l'entreprise, elle exercerait comme avocate, nous nous marierions, nous aurions des enfants. Tout était parfaitement planifié. Mais tu voulais être professeur, dis-je, me rappelant comment Mathieu m'avait raconté sa passion pour l'enseignement, réprimée pendant des années par les attentes familiales. Exactement. Ça avait toujours été mon rêve, mais je n'avais jamais osé le poursuivre vraiment. Jusqu'à ce moment-là. Il fit une pause, son visage s'assombrissant. Quand j'ai dit à ma mère que je prévoyais de quitter l'entreprise et de faire le master pour devenir enseignant, elle est devenue furieuse. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle a dit que je gâchais ma vie, que je déshonorais l'héritage familial. Et Rachel, elle, au début, elle m'a soutenue, ou c'est ce que je croyais. Elle a dit qu'elle comprenait mon besoin de suivre ma vocation. Mais maintenant, je sais qu'elle ne faisait que gagner du temps en se coordonnant avec ma mère. Un frisson parcourut mon dos. Qu'ont-elles fait? Mathieu prit une profonde inspiration. Un jour, Rachel est apparue dans mon appartement, anéantie. En pleurant, elle m'a avoué qu'elle voyait un autre homme, qu'elle m'avait trompé pendant des mois. Elle m'a montré des messages, des photos. Elle m'a dit qu'elle ne ressentait plus la même chose pour moi, que c'était fini entre nous. Mon Dieu, murmurai-je, ressentant un mélange de compassion pour sa douleur passée et une suspicion croissante. Et c'était vrai? Non, répondit-il, sa voix à peine audible. Rien n'était vrai. Les photos étaient truquées, les messages inventés. Je l'ai appris des mois plus tard, quand j'étais déjà à Paris pour mes études. Un ami commun m'a raconté que Rachel n'avait jamais voulu rompre avec moi, que c'était ma mère qui l'avait mise sous pression. Mise sous pression comment? Mathieu ferma les yeux, comme si le souvenir était trop douloureux. Ma mère a découvert quelque chose sur le passé de Rachel, quelque chose que sa famille avait gardé secret. Son frère avait eu des problèmes de drogue. Il avait été en cure de désintoxication. C'était quelque chose qui pourrait sérieusement nuire à la réputation de sa famille si cela devenait public. Elle l'a fait chanter, conclus-je, sentant les pièces du puzzle s'assembler. Exactement comme elle a essayé de le faire avec moi. Exactement. Elle a dit à Rachel qu'elle avait deux options. Soit elle me quittait d'une manière qui me blesserait tellement que je ne voudrais plus jamais entendre parler d'elle, soit elle risquait que tout Lyon apprenne le problème de son frère. Et Rachel a choisi de protéger sa famille. Mathieu acquiesça. Je ne peux pas la blâmer. Elle était prise entre le marteau et l'enclume. Quand j'ai appris la vérité, j'ai essayé de la contacter, mais elle avait déjà déménagé à Paris. Elle n'a jamais répondu à mes appels ni à mes messages. Le silence s'installa entre nous, lourd des implications de ce qu'il venait de me raconter. Madame Dubois n'était pas simplement une belle-mère difficile ou une mère contrôlante. C'était quelqu'un capable de manipuler, de faire chanter et de détruire des vies pour obtenir ce qu'elle voulait. Mathieu, je suis tellement désolée, dis-je finalement. Ça a dû être terrible de découvrir une chose pareille sur sa propre mère. Ça l'a été. J'ai rompu tout contact avec elle pendant près d'1 an. Je ne parlais plus qu'à mon père, qui avait toujours été étranger à ses manigances. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Tu penses que ton père savait? Qu'il était complice? Mathieu secoua la tête. Non, je ne crois pas qu'il ait été un complice actif. Mais je crois qu'il a choisi de regarder ailleurs pendant de nombreuses années. C'est plus facile que d'affronter la vérité. La porte s'ouvrit soudainement, interrompant notre conversation. Ladré Vasquez entra, accompagné d'un autre médecin que je n'avais jamais vu auparavant. Leur visage affichait un sérieux qui m'alarma instantanément. « Bonjour », dit la docteure. « Chloé, Mathieu, j'aimerais vous présenter le docteur Mendoza, spécialiste en médecine fœtale. Il a examiné vos derniers résultats et nous aimerions vous parler de quelque chose. » Mon cœur s'accéléra. « Y a-t-il un problème avec mon bébé ?» demandai-je, sentant la peur me nouer la gorge. Ladré Vasquez s'approcha de mon lit.
Lors de l'échographie d'hier, nous avons observé quelque chose que nous aimerions investiguer plus en détail. Le docteur Mendoza est le meilleur spécialiste de la région dans ce domaine. Le docteur Mendoza, un homme d'une 50aine d'années à l'expression aimable, prit la parole. Sur les images, nous avons détecté une possible anomalie dans le développement cardiaque du fœtus. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons diagnostiquer avec certitude avec une simple échographie standard. C'est pourquoi nous avons programmé une échocardiographie fœtale pour cet après-midi. Le monde sembla s'arrêter autour de moi. Mathieu serra ma main avec une telle force que ça faisait presque mal, mais je le remarquais à peine. Mon esprit traitait les mots du médecin, essayant de comprendre leur portée. « Une anomalie cardiaque ?» répéta Mathieu, la voix tremblante. « Quel type d'anomalie ?»« Il semble s'agir d'une communication interventriculaire », expliqua le docteur Mendoza. « C'est une petite ouverture dans la paroi qui sépare les deux ventricules du cœur. C'est relativement courant, cela affecte environ 1 naissance sur 500. »« C'est grave ?» réussis-je à demander. « Cela dépend de la taille du défaut, » répondit-il calmement. « Souvent, ils sont petits et se ferment d'eux-mêmes au cours des premières années de la vie. D'autres nécessitent une intervention chirurgicale, mais le pronostic est généralement bon. » L'Adré Vasquez intervint. « Il est important que vous compreniez que ce n'est qu'une suspicion basée sur les images préliminaires. L'échocardiographie nous donnera un diagnostic plus précis. » « Comment ne l'ont-ils pas détecté avant ?» demanda Mathieu. « Chloé a eu ses examens normaux tout au long de la grossesse. » Les médecins échangèrent un regard que je ne sus interpréter. « D'après votre dossier, » dit l'Adré Vasquez en s'adressant à moi, « l'échographie morphologique du 2e trimestre, qui est le moment où l'on détecte habituellement ce type d'anomalie, n'a pas été réalisée. » Je fronçai les sourcils, confuse. « Ce n'est pas possible. Je suis allée à tous mes rendez-vous. Avec le docteur Romero, n'est-ce pas ?» demanda la docteure en consultant sa tablette. « Oui, c'était mon gynécologue. Madame Dubois l'a recommandé. Elle a dit que c'était un ami de la famille. » Un silence gêné remplit la pièce. Mathieu se tendit visiblement à mes côtés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, sentant qu'on me cachait quelque chose. L'Adré Vasquez semblait choisir ses mots avec soin. « Nous avons examiné votre dossier complet. L'échographie du 2e trimestre apparaît comme réalisée, avec des résultats normaux. Mais il n'y a aucune image jointe. Juste un rapport très basique signé par le docteur Romero. »« Je ne comprends pas, » dis-je, bien qu'un terrible pressentiment commençait à se former dans mon esprit. « Chloé, » intervint Mathieu, la voix tendue, « tu te souviens de cette échographie en particulier ? Le docteur t'a-t-il montré les images détaillées, comme lors des autres rendez-vous ?» J'essayais de me souvenir. Les visites chez le gynécologue se mélangèrent dans mon esprit. Je me souviens que c'était une consultation plus courte que d'habitude. Le docteur a dit que tout allait bien, mais il ne m'a pas montré d'image, maintenant que j'y pense. Il a dit que la machine n'imprimait pas correctement ce jour-là. Mathieu se leva d'un bond, le visage pâle. « Êtes-vous en train de me dire, » s'adressa-t-il au médecin, « qu'il est possible que cette échographie n'ait jamais été réalisée correctement ? Que ce problème aurait pu être détecté il y a des semaines ?» Le docteur Mendoza répondit avec une prudence professionnelle. « Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Mais il est en effet étrange qu'il n'y ait pas d'image dans le dossier, seulement un rapport très succinct. »« Ma mère, » murmura Mathieu, passant ses mains dans ses cheveux avec désespoir. « C'est elle qui a recommandé le médecin. C'est elle qui a insisté pour que ce soit lui qui suive la grossesse. » Le puzzle qui se formait devant nous était trop horrible pour être contemplé. Serait-il possible que Madame Dubois ait manipulé même cela ? Qu'elle soit intervenue dans les soins médicaux de son propre petit-fils ? « S'il vous plaît, » dis-je, sentant les larmes s'accumuler dans mes yeux. « Faites cette échocardiographie au plus vite. Nous avons besoin de savoir exactement ce qui se passe avec notre bébé. » Les médecins acquiescèrent. L'Adré Vasquez posa une main sur mon épaule en signe de soutien. « Nous la ferons cet après-midi même. Et Chloé, quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que votre bébé est entre de bonnes mains maintenant. Nous ferons tout notre possible pour lui. » Quand ils partirent, Mathieu et moi restâmes dans un silence accablant. Les implications de ce que nous venions de découvrir étaient trop douloureuses pour être verbalisées. « Ça ne peut pas être vrai, » dit finalement Mathieu, la voix brisée. « Je ne peux pas croire qu'elle soit allée aussi loin, qu'elle ait mis en danger la santé de son propre petit-fils. Peut-être que nous nous emballons,
tentai-je de raisonner, bien que je ne crusse pas moi-même à mes paroles. Peut-être que c'était juste une erreur administrative, ou que le docteur a vraiment eu des problèmes avec l'équipement ce jour-là. Mathieu secoua la tête. Je connais ma mère, Chloé. Et après tout ce qu'elle a fait, cela correspond parfaitement. Romero est son ami depuis des années. Il ferait n'importe quoi qu'elle lui demanderait. Je frissonnais. La cruauté, la préméditation qu'impliquait une telle chose dépassait tout ce que j'avais imaginé. C'était un niveau de méchanceté que j'avais du mal à comprendre. Pourquoi ? Murmurai-je, les larmes coulant sur mes joues. Pourquoi nous haïr à ce point ? Pourquoi vouloir nous faire autant de mal ? Mathieu s'assit de nouveau à côté de moi, me serrant dans ses bras avec précaution pour ne pas blesser ma plaie. Ce n'est pas de la haine envers toi ou le bébé. C'est sa manière tordue d'aimer, d'essayer de contrôler ce qu'elle considère comme sien. Dans son esprit, tout ce qu'elle a fait, c'était pour me protéger, pour que je rentre dans le giron familial. Mais notre fils, un bébé innocent, pour elle, il n'est pas réel. Il ne fait pas partie de la famille tant qu'elle ne l'accepte pas comme tel. C'est maladif, je sais. Nous restâmes enlacés, partageant une douleur qui dépassait les mots. La trahison que nous ressentions était absolue. Il ne s'agissait plus seulement de menaces ou de manipulation. Si nos soupçons étaient infondés, Madame Dubois avait joué avec la santé, peut-être avec la vie de notre fils à naître. Je dois passer un appel, dit soudainement Mathieu en se détachant de moi. Je vais contacter un avocat. Ce n'est plus seulement une affaire de famille. Si le docteur Romero a falsifié des rapports médicaux à la demande de ma mère, il doit en répondre devant la justice. J'acquiesçais, trop accablé pour parler. Pendant que Mathieu sortait dans le couloir pour passer son appel, je restais seule avec mes pensées et mes peurs. Je caressais mon ventre, sentant les mouvements de mon bébé. « Je te promets que tu iras bien », murmurai-je. « Maman et papa te protégeront. Personne ne te fera plus jamais de mal. » Je ne savais pas si je pourrais tenir cette promesse. Mais à ce moment-là, je sentis que mon amour de mère était plus fort que toute la méchanceté que Madame Dubois pouvait concevoir. Cet amour serait notre bouclier, notre forteresse dans les jours difficiles qui nous attendaient. Les heures qui précédèrent l'échocardiographie furent les plus longues de ma vie. Chaque minute s'étirait comme une éternité, tandis que nous attendions de connaître le véritable état de santé de notre fils. Mathieu restait à mes côtés, essayant de montrer de la force, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux, identique à la mienne. Anne arriva peu avant midi, apportant une petite valise avec mes affaires personnelles. Son visage habituellement joyeux était sombre, inquiet. Elle me serra dans ses bras avec précaution, comme si elle craignait de me briser. « Nous sommes tous avec toi, ma petite sœur », me chuchota-t-elle à l'oreille. « Maman et papa viendront cet après-midi. Ils s'arrangent pour rester quelques jours. » L'idée d'avoir mes parents près de moi me réconforta. J'avais besoin d'eux plus que jamais, de leur amour inconditionnel, de leur soutien sans faille. « Comment est l'appartement ?» demandai-je, bien que cela ne m'importât pas vraiment. C'était juste une façon de distraire mon esprit de l'imminent examen médical. Anne échangea un regard avec Mathieu avant de répondre. « Nous avons nettoyé du mieux que nous pouvions. Certains meubles devront être remplacés, et les murs ont besoin d'un coup de peinture, mais c'est habitable. La chambre du bébé, nous la reconstruisons à partir de zéro, intervint Mathieu. J'ai déjà commandé un nouveau berceau, et Anne a acheté des vêtements et des jouets pour remplacer ceux qui ont été perdus. Elle sera encore plus belle qu'avant, assura ma sœur avec un sourire forcé. Tu verras. J'acquiesçai, reconnaissante pour leurs efforts, même si je savais qu'aucune chambre fraîchement décorée ne pourrait effacer le traumatisme de ce qui s'était passé, la violation de notre espace intime, de nos rêves. À 4h de l'après-midi, une infirmière vint me chercher pour l'échocardiographie. On me transféra en fauteuil roulant jusqu'à une salle spéciale, où le docteur Mendoza attendait déjà à côté d'un équipement de haute technologie. Nous essaierons d'être le plus bref possible, m'assura-t-il, pendant qu'on m'aidait à m'allonger sur la civière. Mais nous avons besoin d'images très précises, donc cela peut prendre un peu plus de temps qu'une échographie normale. Mathieu se plaça à mes côtés, tenant ma main pendant que le gel froid s'étalait sur mon ventre. La tension dans la salle était palpable, alors que le docteur commençait à bouger la sonde, observant attentivement l'écran. Le silence était si dense qu'on pouvait entendre le bourdonnement des appareils. De temps en temps, le docteur Mendoza donnait une indication technique à l'infirmière qui l'assistait, ou me demandait de changer légèrement de position. Ses yeux ne quittèrent pas l'écran,
son visage impénétrable. Après ce qui sembla une éternité, il parla enfin. « Bien, je crois que j'ai toutes les informations dont j'avais besoin. Nous allons vous nettoyer, et ensuite nous parlerons de ce que nous avons trouvé. Ces minutes d'attente, pendant qu'on me nettoyait le gel et qu'on m'aidait à me redresser, furent une torture. Mathieu serrait ma main si fort que ça faisait mal, mais j'étais reconnaissante de cette douleur. Elle était réelle, tangible, contrairement à la peur qui flottait entre nous. Le docteur Mendoza s'assit en face de nous, avec un dossier où il avait pris des notes. Son expression s'était adoucie, ce qui me donna une lueur d'espoir. Comme nous le suspections, commença-t-il, il y a une communication interventriculaire, un petit orifice dans la paroi qui sépare les ventricules du cœur. Cependant, après l'avoir observé attentivement, je peux vous dire qu'il est relativement petit, d'environ 3 mm. « C'est bon ?» demanda Mathieu, la voix tendue. « En termes relatifs, oui. Les défauts de cette taille ont généralement un bon pronostic. Beaucoup se ferment spontanément au cours des premières années de la vie de l'enfant. » Un sanglot de soulagement s'échappa de ma gorge. Ce n'était pas la meilleure nouvelle possible, mais ce n'était pas non plus la pire que nous avions crainte. « Qu'arrivera-t-il à la naissance ?» demandai-je. « Aura-t-il besoin d'une chirurgie immédiate ?» Non, une intervention immédiate ne sera pas nécessaire. Après la naissance, nous effectuerons un suivi étroit par la cardiologie pédiatrique. Le bébé aura probablement besoin de médicaments pour aider son cœur à fonctionner correctement, pendant que le défaut se ferme de lui-même, si c'est le cas. Et s'il ne se ferme pas, insista Mathieu, si après 1 ou 2 ans nous voyons que le défaut persiste et cause des problèmes, alors nous envisagerons la chirurgie. Mais c'est une procédure bien établie, avec un taux de réussite très élevé. Nous assimilâmes l'information en silence. C'était un diagnostic sérieux, mais gérable. Notre fils devrait faire face à des défis dès sa naissance. Mais il y avait de l'espoir, un chemin clair à suivre. Il y a autre chose que vous devriez savoir, ajouta le docteur Mendoza, son ton devenant plus grave. Ce type de défaut cardiaque est détectable lors de l'échographie morphologique du 2e trimestre. Avec un équipement adéquat et un professionnel expérimenté, cela n'aurait pas dû être manqué. La rage que j'avais contenue depuis que j'avais appris la possible tromperie du docteur Romero ressurgit avec force. Êtes-vous en train de dire que cela aurait pu être diagnostiqué il y a 10 semaines, que nous aurions pu nous préparer pendant tout ce temps ? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude sans voir les images de cette échographie, qui apparemment n'existe pas. Mais oui, dans des conditions normales, ce défaut aurait dû être détecté à ce moment-là. Mathieu se leva, incapable de contenir sa frustration. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? S'il est vrai que ma mère a conspiré avec le docteur Romero pour cacher ce diagnostic. Mathieu, l'interrompis-je en prenant sa main. Pas maintenant. D'abord, nous devons nous concentrer sur notre bébé, sur son bien-être. La justice peut attendre. Le docteur Mendoza nous regarda avec compréhension. Je comprends votre frustration et votre colère. Et s'il y a effectivement eu une faute professionnelle, elle doit être investiguée. Mais Chloé a raison. Maintenant, la priorité est le bien-être de vous deux. Il nous expliqua les étapes suivantes. Un suivi plus étroit pendant les semaines restantes de la grossesse. La planification de l'accouchement dans un hôpital avec une unité de cardiologie pédiatrique et le traitement dont le bébé aurait probablement besoin après sa naissance. Quand nous retournâmes dans la chambre, mes parents étaient déjà arrivés. Ma mère, avec son tablier à fleurs encore sous son manteau, comme si elle était partie en courant de la maison au milieu de ses tâches, et mon père, avec son visage buriné par des années de travail en plein air, montrant une inquiétude qu'il laissait rarement paraître. Ils ne posèrent pas de questions en nous voyant. Ils nous ont simplement serrés dans leurs bras, nous enveloppant de cet amour inconditionnel que seuls des parents peuvent donner. Et alors, entourée de ma famille, des personnes qui m'aimaient vraiment, je me permis de pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de libération, d'acceptation. Cette nuit-là, après que mes parents furent partis pour le petit hôtel où ils logeraient, Mathieu et moi eûmes une longue conversation. Pas sur le passé, ni sur Madame Dubois, mais sur l'avenir, sur notre fils, sur les défis que nous affronterions, sur la façon dont nous réorganiserions nos vies pour lui donner les meilleurs soins. On devrait lui donner un nom, dis-je soudainement. Jusqu'à présent, ça a toujours été le bébé, mais il a besoin d'un nom, d'une identité propre, séparée de tout ce drame. Mathieu sourit,
le premier vrai sourire que je lui voyais depuis des jours. « Tu as raison. As-tu une préférence ?» J'ai toujours aimé Daniel. Ça signifie « Dieu est mon juge ». Je trouve ça approprié, après tout ce qui s'est passé. « Daniel », répéta Mathieu en caressant mon ventre. « J'aime bien. C'est fort, classique. Et comme deuxième prénom, une suggestion ?» Il réfléchit un moment. « Que penses-tu d'Alexandre ?» C'était le prénom de mon grand-père paternel, le seul de mes grands-parents que j'ai connu et l'une des personnes les plus bienveillantes que j'ai connues. « Daniel Alexandre », dis-je en testant la sonorité. « C'est parfait. » Nous restâmes en silence, contemplant ce petit pas vers la normalité, vers un avenir qui, malgré les difficultés à venir, recommençait à nous appartenir, non déterminé par les actions de Madame Dubois. Le lendemain, Ladré Vasquez vint avec de bonnes nouvelles. Je pourrais sortir dans 24 heures. Ma blessure cicatrisait bien, et l'état du bébé, bien que nécessitant un suivi, était stable. « Cependant, » ajouta-t-elle, « vous aurez besoin de repos relatif. Pas d'effort, pas de stress. Ce qui m'amène à vous demander si vous avez pensé où vous allez rester une fois que vous sortirez de l'hôpital. » Mathieu et moi nous regardâmes. La vérité, c'est que nous n'en avions pas parlé. Notre appartement, bien que propre, restait le théâtre de l'agression. Je n'étais pas sûre de pouvoir y dormir sans revivre ce qui s'était passé. « Nous pourrions rester chez mes parents temporairement, » suggérai-je. « Ils ont une chambre de libre depuis que mon frère est parti faire ses études. »« Ou chez mon père, » proposa Mathieu. « Sa maison est grande, et il est seul depuis que... » Il s'interrompit, incapable de mentionner sa mère. L'idée de vivre dans la maison des Dubois, même temporairement, me provoqua un frisson. Trop de souvenirs, trop d'associations négatives. « Je pense qu'on serait mieux chez mes parents, » dis-je doucement, « si ça ne te dérange pas. » Mathieu acquiesça, comprenant sans avoir besoin de plus d'explications. « Ça me va. On peut y rester jusqu'à ce qu'on décide quoi faire à long terme. » La docteure parut satisfaite de la solution. « Parfait. Il est important que vous soyez dans un environnement calme et sûr. Surtout vous, Chloé. » Quand elle partit, Mathieu s'assit à mes côtés, prenant mes mains dans les siennes. « Il y a quelque chose dont nous devons parler, » dit-il avec sérieux. « De quoi ? De ma mère. De ce que nous allons faire la concernant. » Je sentis une boule dans mon estomac. C'était une conversation inévitable, mais je ne me sentais pas prête à l'avoir. L'avocat avec qui j'ai parlé hier dit que les charges contre elle sont très graves. Violation de domicile, destruction de biens, agression avec arme blanche sur une femme enceinte. Elle pourrait encourir plusieurs années de prison. « Et comment te sens-tu par rapport à ça ?» demandai-je, sachant combien il devait être difficile pour lui d'envisager que sa mère finisse en prison. Mathieu soupira profondément. « Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi veut qu'elle paie pour tout le mal qu'elle a causé, pas seulement à nous, mais aussi à Rachel, et qui sait à combien d'autres personnes. Mais une autre partie... C'est ta mère, complétai-je. Malgré tout, oui, et je me demande si c'est vraiment la justice que je cherche, ou la vengeance. Je réfléchis à ces paroles. Que voulais-je, moi? La voir punie? Ou voulais-je simplement qu'elle nous laisse en paix, que nous puissions élever notre fils sans son ombre menaçante planant sur nous? Je pense que nous avons besoin de mettre de la distance, dis-je finalement. Pas seulement physique, mais légale. Peut-être ne pas chercher activement à ce qu'elle aille en prison, mais nous ne devrions pas non plus retirer les charges. Laisser un juge décider. Et concernant le docteur Romero, s'il a vraiment falsifié ses rapports médicaux, ça c'est différent, répondis-je fermement. S'il a délibérément caché la condition de Daniel, il a mis sa vie en danger. C'est impardonnable. Nous devons le dénoncer, pas seulement pour nous, mais pour d'autres patients qui pourraient être en danger. Mathieu acquiesça, apparemment soulagé que nous soyons d'accord. « Il y a autre chose », ajouta-t-il. J'ai réfléchi... Peut-être devrions-nous envisager de déménager. Pas seulement d'appartement, mais de ville. La proposition me surprit. Quitter Lyon? Mais nos emplois, nos familles... Je sais, c'est une décision énorme. Mais pense-y. Ici, nous serons toujours ceux qui ont eu ce problème avec Madame Dubois. Daniel sera toujours le petit-fils de cette femme qui a attaqué sa belle-fille enceinte. Dans une ville comme celle-ci, ces étiquettes sont difficiles à enlever. Il avait raison. Lyon, avec toute sa beauté, son histoire, ses rues étroites et ses cours intérieures,
était aussi un endroit où les rumeurs couraient vite, où les vieilles familles, comme les Dubois, avaient des racines profondes et de longues mémoires. Où irions-nous ? Demandai-je, me surprenant moi-même à envisager sérieusement l'idée. Je pensais à Marseille, répondit-il. C'est une grande ville, avec de bonnes écoles, de bonnes opportunités d'emploi pour nous deux. Un de mes amis travaille dans un lycée là-bas, et dit qu'il cherche toujours des professeurs. Et pour toi, comme professeur des écoles, ce ne serait pas difficile non plus de trouver un poste. Marseille, répétai-je, imaginant une vie au bord de la Méditerranée, loin du poids des événements récents. Je n'ai jamais vécu sur la côte. Ce serait un nouveau départ. Pour nous trois. L'idée commença à prendre racine en moi, comme une graine qui promet des fleurs futures. Un nouveau foyer, sans souvenirs douloureux. Un endroit où Daniel pourrait grandir sans l'ombre de Madame Dubois, où nous pourrions être simplement une famille de plus. J'aime bien l'idée, admis-je. Pas tout de suite, bien sûr. D'abord, nous devons nous assurer que Daniel est stable, qu'il reçoit les soins médicaux dont il a besoin. Mais après, oui, nous pourrions recommencer à Marseille. Mathieu sourit, et dans ses yeux, je vis se refléter le même espoir qui commençait à grandir en moi. Alors c'est un plan, un objectif à moyen terme. Cette nuit-là, pendant que Mathieu dormait dans le fauteuil à côté de mon lit, je restais éveillée, contemplant le plafond de l'hôpital. Je pensais à tout ce qui s'était passé, à la façon dont la vie pouvait changer si radicalement en à peine une semaine. J'étais entrée dans cet hôpital en craignant pour ma vie et celle de mon fils, et j'en sortirais le lendemain avec un diagnostic difficile mais gérable et un plan pour l'avenir. Le chemin qui nous attendait ne serait pas facile. Daniel aurait besoin de soins spéciaux, d'une attention médicale constante. Nous devrions faire face à un procès, témoigner contre Madame Dubois, peut-être contre le docteur Romero. Et puis il y avait le déménagement, le processus d'arracher nos racines de lion pour les planter dans un sol nouveau et inconnu. Mais pour la première fois depuis des jours, je sentis que nous pouvions le faire, que nous étions assez forts, assez résilients, que l'amour que nous partagions, Mathieu et moi, et celui que nous ressentions déjà pour notre fils encore à naître, était plus puissant que la haine et la manipulation de Madame Dubois. Je caressais mon ventre, sentant les mouvements de Daniel. « On va s'en sortir », murmurai-je. « Papa et maman vont prendre soin de toi. Et un jour, quand tu seras grand, on te racontera cette histoire. Pas pour que tu gardes de la rancune, mais pour que tu comprennes à quel point nous nous sommes battus pour toi, à quel point nous t'aimions avant même de te connaître. » Dans la pénombre de la chambre, avec le son rythmique des moniteurs et la respiration tranquille de Mathieu, je pris une décision. Je ne permettrai pas que la haine de Madame Dubois définisse nos vies. Je ne laisserai pas la peur et la rancœur prendre racine dans mon cœur. Pour le bien de Daniel, pour le bien de notre famille, je choisirai le pardon. Pas un pardon qui excuserait ou justifierait les actions de Madame Dubois, mais un qui nous libérerait, nous, du fardeau de sa méchanceté. Un pardon qui nous permettrait d'avancer, de regarder vers l'avenir, au lieu de rester piégés dans le passé. Avec cette résolution en tête, je sombrais enfin dans un sommeil paisible, le premier depuis de nombreux jours. Et dans mes rêves, je vis un appartement lumineux au bord de la mer, un enfant jouant sur le sable, et Mathieu et moi l'observant, avec la paix de ceux qui ont traversé la tempête et ont enfin trouvé des eaux tranquilles.